Mboka, Masolo ya Mboka. Ce soir, nous aurons les directeurs généraux adjoints du Fonds national de réparation de victimes FONAREF, M. Kevin Ngunga, à ma droite, et à ma gauche, nous aurons les professeurs Makaya, qui, lui, a dirigé les comités scientifiques préparatoires à la tenue de la table ronde. Nous avons eu des témoignages, nous avons vu des reportages qui nous ont rappelé tous ces drames, et je voudrais bien faire mien, et je pense que tout le monde fera sien cette devise du FONAREF, parce que nous étions dans une table ronde qui parle d'appropriation, c'est-à-dire que nous tous, nous devons comprendre l'enjeu derrière et la nécessité pour nous de marquer notre solidarité, non plus seulement malheureusement pour les victimes du passé, mais aussi pour les victimes actuelles. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut jamais répéter et il faut commencer à guérir. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un processus qui a commencé depuis bien longtemps avec un appui considérable du chef de l'État et un engagement fort du gouvernement, parce que depuis 2019, le gouvernement s'était engagé à tout mettre en œuvre pour que justement la situation des victimes dans notre pays puisse évoluer et que nous ne puissions plus regarder du côté des bourreaux, mais cette fois-ci regarder du côté des victimes. Et cet engagement a conduit justement à la promulgation en 2022 donc de la loi numéro 22/065 qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes. Et de cette loi, il y a eu plusieurs, notamment, il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes, et qui également a conduit à la création notamment du FONAREF et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du Génocoste. Et l'objectif de cette table ronde était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le Génocoste. Le Génocoste qui est comme je le disais, une journée nationale en commémoration des victimes, pour commémorer les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et l'objectif aujourd'hui était de permettre aux Congolais, quels qu'ils soient, il y a eu des membres du gouvernement, il y a eu des représentants de la société civile, des victimes elles-mêmes et d'autres Congolais, de justement réfléchir ensemble de la manière, de quelle manière s'approprier ce Génocoste pour permettre à ce que cette histoire ne soit pas oubliée et nous ne puissions plus répéter les mêmes atrocités, mais surtout, et très important, promouvoir la culture de la paix. Et c'est ce qui a été fait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai envie de dire que c'est un doute qui est légitime. Parce que sur le plan international, le génocide, jusqu'à ce jour, est un tabou que l'on ne reconnaît pas aussi facilement, que l'on ne prononce pas comme on veut. C'est tout un cheminement jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance. À travers le monde, c'est moins de 10 génocides qui ont été reconnus. Alors en RDC, c'est vraiment un courage qu'il faut prendre et commencer à construire ces cheminements jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance internationale. Mais cela passe par la reconnaissance nationale d'abord. C'est comme ça qu'il faut commencer par une appropriation collective sur le plan national avant de peaufiner les outils et construire un argumentaire qui puisse permettre à la RDC de démarcher sur le plan international et obtenir cette reconnaissance. Cela signifie qu'il y a un travail minutieux qui doit se faire scientifiquement, et dans les discours du président de la République mardi, il est revenu sur quelques exemples, notamment Makobola, Fizi, il est revenu sur plus proche de nous, Kishiché, récemment. Comment alors on arrive à reconstituer un génocide? Alors il faut commencer par établir les faits. Il faut reconstruire toutes les scènes possibles pour avoir tous les éléments constitutifs des faits. Déjà par rappel, il faut dire qu'un génocide sous-entend un massacre qui vise l'élimination d'un groupe ciblé, un groupe racial, national, ethnique ou religieux. Et donc il faut commencer par établir les faits avec des preuves, tous les éléments reconstitués, après passer à l'étape de la qualification. Et à l'étape de la qualification, c'est en ce moment-là qu'interviennent tous les instruments juridiques partant de la Convention de Genève de 1948
sur les graves violations du droit international humanitaire, passant par les statuts de Rome et même par des instruments juridiques nationaux. D'accord. Alors, je reviens à vous avant de revenir à lui et à donner la parole aux médias. Génocide, génocauste, c'est quoi finalement la différence? Parce qu'on parle d'appropriation. Comment nous assurer que les populations qui sont touchées, par exemple dans les Kivu, puissent comprendre dans leur langue c'est que c'est la nuance entre les génocides et les génocaustes? Le génocauste, en fait, c'est la dénomination de la journée nationale d'hommage aux victimes et aux personnes qui leur ont porté secours. C'est l'article 28 de la loi du 26 décembre. Le génocide, c'est tout un concept juridique, c'est un concept juridique avec un critère bien défini qui permettent justement d'établir qu'un massacre est considéré comme un génocide. Un massacre, d'ailleurs le prof le dira mieux que moi, il y a des critères, notamment l'intention de pouvoir détruire tout ou partie d'un groupe. Ça peut être un groupe national, un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe même spirituel, si je puis le dire. Et dans le cas du Congo, il y a de la documentation et c'est la raison pour laquelle il y a cette table ronde et plusieurs autres activités et la mise en place même d'un comité scientifique pour approfondir les recherches allant dans la mesure de pouvoir permettre à ce qu'on puisse certifier qu'en RDC, il y a bien évidemment un génocide. Alors pourquoi on parle alors du génocide? C'est un terme qui, il faut le dire, a été utilisé pendant longtemps par la société civile qui a compris qu'à un moment donné, bien qu'il y a une réalité juridique qu'il faut respecter pour arriver à la reconnaissance d'un génocide, mais la réalité en RDC est que les massacres qui sont perpétrés ne le sont pas de manière isolée. Il y a bien une stratégie, un plan bien coordonné visant à la destruction, à la déstructuration de notre tissu social. Et il y a certaines documentations qui permettent d'aboutir à croire qui poussent à croire justement qu'il y a bien évidemment un plan qui conduit à la destruction de tout ou partie des groupes en RDC. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, nous avons la journée, c'est pour ça qu'on parle de l'appropriation collective du génocauste, donc de cette journée, pour permettre à ce que les Congolais reconnaissent enfin qu'en RDC, il y a des victimes et que nous compatissons avec eux et que nous sommes de leur côté, d'où ce que nous appelons, on va dire, je ne veux pas parler de slogan, mais plus jamais seul. Plus jamais seul, et pour permettre aux victimes de comprendre qu'elles ne sont plus jamais seules, les Congolais sont de leur côté. De l'autre côté, les génocides, c'est bien un terme juridique permettant de définir un massacre. Alors, professeur, vous allez le compléter, mais dans génocauste, cost c'est en anglais, ça veut Exactement. dire le coup. Le coup. Ça veut dire qu'il y a des éléments corroborés Oui. qui démontrent que les Congolais sont tués parce qu'il faut piller les minerais qu'il y a dans leur sous-sol. Oui, effectivement, c'est la perception de la société civile qui, par ras-le-bol, a estimé que tous les massacres que connaît la RDC, c'est parce qu'il y a plusieurs richesses enfouies dans son sous-sol. Et donc, tous ceux qui viennent convoiter ces richesses, au lieu de venir par la porte, préfèrent passer par la fenêtre, massacrer et s'accaparer de toutes ces richesses. C'est vraiment une construction de la société civile qui n'a pas respecté la démarche juridique de construction du concept génocide. Mais c'est justement le travail que vous faites. Oui, voilà, nous construisons ces narratifs autour du génocide pour démontrer effectivement de tous les massacres qu'il y a au Congo, il y a des massacres par la stratégie utilisée qui vise la destruction des groupes. Et donc, lorsqu'on démontre l'intention de détruire tout un groupe, même si le groupe n'est pas décimé en entièreté, le fait qu'on démontre cette intention fait déjà réjaillir l'idée du génocide. Et donc, les exemples sont légion pour confirmer cela. Il est juste question de laisser un peu de temps au comité scientifique de creuser davantage pour remonter dans la surface tous les faits. Et en ce moment-là... Et c'est ce qui va nous permettre, notamment à l'international, de ne plus avoir de doute. Alors, on va ouvrir la partie des questions, mais je dois rappeler ici que même dans les événements que nous vivons actuellement, il y a des dépeuplements, on brûle les archives,
il y a des populations qu'on vient remplacer, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un travail en cours qui s'est fait, mais nous savons aussi, par exemple, à Kichiché, il y a eu un ciblage de groupes ethniques. Ce sont tous ces éléments qui sont constitutifs déjà de ferment du génocide, mais qui a un cheminement qui va permettre d'y arriver, le tout pour des besoins économiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs le FONAREF tire une partie de son financement de la redevance minière, parce qu'il faut que le Congolais soit réparé, parce qu'ils sont ciblés, parce qu'ils ont des terres bénies. De cette construction scientifique où nous voulons démontrer que lorsque nous parlons de génocide en RDC, il y en a eu. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter. Vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi, on peut vous le concéder, mais personne ne peut dans le monde d'aujourd'hui ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc, c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. C'est des choses que nous ne disons pas nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont documentées par les Nations Unies et par toutes les ONG internationales. Et donc ça, c'est des vérités que tout le monde, en tout cas, devrait noter. Et on doit mettre un terme à ces débats parce qu'il est important que nous, les Congolais, nous soyons en mesure de témoigner notre solidarité à nos populations qui sont touchées. Autant les Rwandais ont le droit de faire pour se souvenir de ce qui s'est passé chez eux, vouloir mettre les deux réalités sur une même balance, parce qu'il y a eu pour eux une coïncidence des calendriers qui doivent considérer comme des actes négationnistes. En tout cas, il y a un problème dans leur compréhension du conflit et surtout dans notre besoin à nous d'être solidaires avec nos propres populations. Effectivement, l'appropriation collective, c'est un processus. Il y a certainement des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Déjà, il faut rappeler, avec l'autorisation de l'Excellence, que la commémoration du Génocide a un triple intérêt, à mon entendement. Le premier intérêt, c'est que le Génocide constitue une rupture avec le silence assourdissant face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Le Génocide permet de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, le Génocide permet de remonter dans la surface
les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Et pourquoi pas construire une méthode pour éviter ces massacres dans les futurs. Enfin, le troisième intérêt, c'est sensibiliser la nation tout entière à la cause des victimes. C'est pourquoi il faut saluer, louer les slogans, entre guillemets, du FONAREV, plus jamais seul. Plus jamais seul, parce que ces victimes appartiennent à la communauté, à la société. Quelle est la riposte de la société face à leur situation de victimité? Des Français d'origine congolaise et des artistes d'autres nationalités ont décidé d'exprimer leur solidarité aux victimes de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas un événement congolo-congolais, bien évidemment qu'il y a des Congolais qui sont à la manœuvre, mais ce qui est étonnant et assez loufoque, c'est que des peuples qui ont un pays qui a connu également les mêmes souffrances que nous connaissons aujourd'hui est en train de s'insurger contre un peuple qui est en train d'exprimer simplement, en tout cas l'humanité qui exprime sa solidarité envers un peuple meurtri aujourd'hui. C'est quand même assez dérangeant. Et au niveau du FONAREV, si on doit parler de la table ronde n'est que la suite d'un processus. Il y a une feuille de route qui a été élaborée bien avant, d'ailleurs, le mois de mars, où il y a eu des événements, notamment la table ronde, et il y aura un colloque dans la suite, et il y aura une commémoration. Donc on ne peut pas empêcher et blâmer les Congolais parce qu'ils sont en train de pleurer leur mort. C'est quand même injuste et assez perturbant, je dois le dire. Je pense que la question avait déjà rencontré les éléments de réponse du professeur. Les éléments d'un génocide, déjà il faut que ce soit un massacre un crime en tout cas qui vise la destruction de tout ou partie d'un groupe. Ça peut être un groupe national, ça peut être un groupe ethnique, un groupe religieux. Mais quand on parle en fait de cette destruction, de cette élimination, c'est pas forcément une élimination immédiate. C'est Raphaël Lemki qui est à l'origine de ce terme est en train de dire ou l'a dit qu'il s'agit en réalité d'un plan, d'une stratégie bien coordonnée qui doit conduire justement à la destruction de tout ou partie de ce groupe. Ça peut être également ça peut conduire également à empêcher par exemple les naissances dans cette communauté. Ça peut également conduire au déplacement forcé de ce groupe. Donc il y a plusieurs critères bien définis, notamment par la Convention sur le génocide qui définit ces éléments. Alors quelle est la conséquence de la reconnaissance? On parlait de la solidarité, ça fait partie justement de ces éléments, mais l'un des plus importants c'est de cette reconnaissance, c'est justement la reconnaissance de la souffrance des victimes. C'est pas forcément la reconnaissance de la RDC en tant que telle, mais c'est des souffrances des personnes qui ont connu cela. Et c'est même ça le début de la réparation. Je vous pose une question. Si aujourd'hui vous êtes, je ne le souhaite pas, bien évidemment, si vous êtes victime d'un vol et qu'on arrête le voleur et le voleur nie les faits et que tout le monde ferme les yeux, est-ce que vous serez en mesure de bénéficier des dommages et intérêts? Je ne pense pas. Donc cette reconnaissance va conduire également à des réparations. Et effectivement, cette reconnaissance doit conduire également à ce qu'on a appelé, à ces trois piliers de la table ronde, ne pas oublier. On doit conduire l'humanité à ne pas oublier. Pourquoi ne pas oublier? Pour ne pas que ça se répète et pour permettre aux victimes de commencer à guérir. Donc c'est un processus qui conduit à la guérison, voire à la réparation et à la satisfaction des victimes. Mise en place d'un groupe d'experts, le chef de l'État l'a dit dans son discours, dans l'objectif de pouvoir évaluer les préjudices qu'ont subis les victimes du Génocoste en République démocratique du Congo. C'est ça qui a été indiqué. Est-ce que je dois entrer dans les détails? Je ne pense pas, parce que ça c'est une annonce que le chef de l'État a fait, il connaît les intentions. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas non plus un conseiller du chef de l'État pour répondre à cette question de manière assez brève. Donc certainement dans les jours qui viennent, vous aurez des réponses. Alors, l'opinion internationale, comme diaspora, c'est les résolutions de la table ronde qui seront disponibilisées et qui seront actionnées par les différentes institutions identifiées, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait 7 panels et chaque panel avait un axe précis et chaque axe représentait un secteur. C'est pourquoi d'ailleurs
l'issue de la table ronde a abouti par la signature des actes d'engagement par les différents membres du gouvernement concernés par les différents axes à implémenter. Pouvez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît? Alors, il y a l'axe éducatif à travers l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. En fait, ici, l'histoire, c'est apprendre aux élèves l'histoire des massacres de la République démocratique du Congo. Pas seulement l'histoire des massacres pour créer la peur, non, mais pour... voilà, je vais donner un exemple. Il n'est pas très normal que lorsqu'on pose des questions de l'histoire, que les gens soient très habiles à répondre aux questions sur la guerre des 100 ans et incapables de localiser l'île d'Idjouï à l'est. Et donc, réécrire l'histoire en fonction de nos réalités, c'est un axe qui a été proposé et qui va passer par l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Vous allez dire, c'est lui de la maternelle, qu'est-ce qu'il comprendra? Il peut comprendre par un chant, il peut comprendre par un conte, il peut comprendre par un jeu. Et donc, ça permet de mettre en œuvre toutes ces résolutions-là. Et donc, ça, c'est un échantillon d'un axe, et il y a 7 axes. Le deuxième axe, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. Intégré dans le programme des enseignements, l'histoire des génocides, l'histoire des génocides, l'histoire des massacres, l'histoire des victimes de notre pays. Et axe politique mémoriel. Ça peut permettre la construction des sites mémoriels qui rappellent l'histoire des massacres du Congo. Nous sommes à plus de 30 ans de massacres à répétition, mais il n'y a aucun lieu de commémoration où les gens peuvent, nationaux comme étrangers, aller s'incliner pour se souvenir de toutes ces morts. Et donc, une stratégie proposée, c'est la construction des sites mémoriels, non seulement dans des endroits où il y a eu ces massacres, mais également un grand site mémoriel, pourquoi pas à Kinshasa, qui retrace un peu par des mécanismes proposés, qui relate l'histoire des massacres en République démocratique du Congo. Il y a l'axe leader d'opinion, les rôles des leaders d'opinion. Comment peuvent-ils s'activer pour faire connaître l'histoire des massacres de la RDC? Il y a la communication et médias. Il y a la promotion de la culture de la paix. Ça, c'était le 7e axe. Et puis, il y a l'axe reconnaissance internationale sur des génocides commis sur le territoire de la RDC. Ça, c'est au niveau international. Alors, je disais, l'opinion internationale, vue sous l'angle de la diaspora, pourra utiliser tous ces actes proposés. Vu sous l'angle international, à ce moment-là, c'est plutôt le plaidoyer qui sera construit pour la reconnaissance internationale des génocides commis sur les territoires de la RDC. Voilà un peu globalement. En réalité, on va réouvrir nos 30 ans d'histoire et on va apprendre à nos enfants ce qui s'est passé. Donc, lorsque le professeur dit qu'on nous parle de la guerre des 100 ans, en tout cas nous on l'a étudié en 2e secondaire, alors que sur Google on ne sait pas trouver l'île d'Idjouï en République démocratique du Congo, forcément ça pose problème. Et donc il y a tout un programme qui nous a engagés, parce qu'au-delà de ce que le président de la République nous avait dit vendredi dernier en Conseil de ministres, aujourd'hui, 8 membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement pour s'assurer, chacun dans son secteur, d'accompagner l'appropriation du Génocide. Donc ça va passer par des cours, ça va passer pour nous par des émissions télévisées, ça va passer par vous, parce que l'appropriation, il a parlé des leaders, vous êtes des journalistes, vous êtes des professionnels des médias, vous aussi, vous devez vous impliquer pour une meilleure appropriation, pour être en mesure de bien expliquer notre propre histoire. Je pense qu'il est important que nous tous, on se rende compte de l'importance aujourd'hui de maîtriser ces enjeux, parce que si nous voulons que cela ne se répète plus, si nous voulons que cela ne soit pas oublié, si nous voulons commencer à guérir, il faut s'assurer que dans tous les pans de la société congolaise, tout le monde est au courant.
qui ont même déjà drafté quelque chose sur l'appropriation du génocoste et ils ont exposé et dans les recommandations, ils ont été très enrichissants. On en est où? Combien de victimes déjà ont été identifiées sur l'ensemble du pays? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'identification, nous n'avons pas commencé le processus d'identification au Congo central. Le processus avait déjà débuté à Goma, déjà, dans les camps des déplacés. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Les camps ont été détruits et les personnes qui s'y trouvaient ont dû fuir cet espace donné. Donc, la raison pour laquelle nous avions également débuté un processus d'identification au Congo central. Et comme vous le savez, c'est un processus qui est assez complexe et laborieux, et ça nécessite non seulement quand je dis une identification, c'est-à-dire l'approche vis-à-vis des victimes, écouter leur récit, mais également traiter les données de ces victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi nous conduit à remonter de 93 jusqu'à ce jour. Donc, et les massacres qu'on a connus au Congo central ne datent pas de 2025, encore moins de 2023. Pourquoi je parle de 2023? Parce que c'est l'année de création du FONAREV. Donc il faut remonter un peu dans le temps. Donc c'est un travail assez considérable et de longue haleine, mais on est en tout cas en cours de finition. Vous allez être tenu informé très rapidement. Et en ce qui concerne la réparation, effectivement, c'est également une vraie question. Pourquoi je dis c'est une vraie question? Parce qu'on ne peut pas commencer une réparation sans l'identification. Sinon, vous allez réparer des personnes qui ne sont pas réellement des victimes. Donc, nous avions commencé un processus d'identification, mais il y a déjà eu des victimes qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des mesures provisoires urgentes. Pourquoi? Parce que dans certains camps des déplacés ou bien dans certaines régions, il y a eu des victimes qui ont présenté des traumatismes ou des préjudices corporels lourds et qui nécessitaient une prise en charge immédiate. Et c'est ce que nous avions fait, mais on ne peut pas parler de réparation complète dans un milieu où les conflits sont encore en cours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que la loi nous oblige à respecter le principe de la réparation intégrale. Et la réparation intégrale suppose une prise en charge holistique. La réparation intégrale suppose la restitution. Ça veut dire que si aujourd'hui vous aviez quitté Massissi et qu'aujourd'hui Massissi est occupé et que vous habitez maintenant à Kinshasa, vous résidez ponctuellement à Kinshasa, vous avez été conduit fuir à Kinshasa, la réparation ou la restitution pour vous, c'est de retrouver votre lieu d'habitation qui est à Massissi. Mais comment vous allez retrouver ce lieu d'habitation si actuellement il est occupé? Donc c'est la raison pour laquelle on met en place des mesures provisoires urgentes. Ça suppose que ça peut être une prise en charge médicale ponctuelle, vous trouvez un lieu d'habitation ponctuel, vous permettre en tout cas, en l'état actuel de la situation, en attendant que la situation s'améliore, de pouvoir quand même avoir une certaine stabilité pour vous permettre une reconstruction au moment où la situation sera complètement rétablie. Donc voilà dans le processus dans lequel on se trouve, parce qu'on est un pays malheureusement qui est encore en conflit. Mais, donc moi j'aime à le dire, on est un pays post en conflit. C'est-à-dire qu'il y a des zones post-conflit, mais il y a des zones actuellement en conflit. Et je ne peux pas vous dire la complexité du travail que nous avons à faire. Le FONAREV est un établissement public. Aujourd'hui, c'est une zone qui est occupée. Donc le FONAREV, malheureusement, ne peut et ne sait intervenir dans ces zones-là. Mais effectivement, nous sommes en train de réfléchir dans quelle mesure pouvoir permettre à des victimes qui sont venues de ces zones et qui ont pu se déplacer de pouvoir bénéficier des mesures provisoires urgentes et d'un certain appui également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avions signé un protocole d'accord avec le système des Nations Unies pour la prise en charge justement holistique des victimes des conflits en République démocratique du Congo, ce qui est une grande première et une excellente avancée. Nous avions eu plusieurs membres des systèmes des Nations Unies et nous avions, le directeur général a pu signer avec M. Lemarquis sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre un protocole d'accord qui va permettre justement à ce que cette prise en charge de ces victimes-là soit effective. La récolte de données existe depuis près de 2 ans déjà avec la Task Force Justice Internationale qui construit une requête à introduire pour la
non seulement la reconnaissance. Effectivement, ici, il faut indiquer qu'il y a 3 axes stratégiques dans le processus de reconnaissance internationale du génocide. On peut actionner l'axe diplomatique, l'axe politique, l'axe judiciaire. L'axe diplomatique, c'est celle-là qui passe par des résolutions, par exemple obtenir une résolution des Nations Unies ou du Conseil de sécurité qui reconnaît les génocides au Congo. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de tous les processus de reconnaissance. Mais cela passe par des accords ou de l'accompagnement des États voisins, des États amis, pas voisins, des États amis, et aussi un lobbying très important sur le plan international pour obtenir cet accompagnement-là des États amis dans la reconnaissance diplomatique. Sur le plan judiciaire, il faut absolument construire des dossiers suffisamment fournis. C'est pourquoi on est parti du schéma selon lequel il faut commencer par remonter les faits. Dès que le fait est là, on construit l'argumentaire. Et un argumentaire bien construit permet à la RDC d'actionner tant sur le plan diplomatique que sur le plan judiciaire et politique. Donc tout passe par ces préalables-là qui est en train d'être fait. Il y a, comme le DGA l'a annoncé, un colloque international sur la construction d'un plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide qui se tiendra ici à Kinshasa au mois de juillet. Mais avant cela, le travail du comité scientifique continue, en train de remonter tous les éléments. Parce que le secret dans la reconnaissance internationale, il suffit qu'on ait un cas. Il suffit qu'on ait un cas. Or, déjà dans le discours du chef de l'État, il a énuméré plus de 3 cas. Bien sûr. Donc, le comité scientifique est en train d'exhumer tous les éléments nécessaires dans un échantillon d'un des cas pour démontrer l'intention génocidaire avec ces faits-là, ces preuves en appui, construire un argumentaire à actionner sur le plan international. Donc, on est dans ces processus-là. Voilà, monsieur le directeur général, un complément à la question. Oui, si je peux compléter, c'est qu'au niveau national, ce qu'il faut également noter, la première des choses, c'est la loi qui a été promulguée par le chef de l'État, qui met également le pied dans le plat en instituant la journée nationale du Génocoste. Donc le mot Génocoste est au moins déjà, même si ça ne permet pas une certaine reconnaissance claire, mais au moins il y a déjà cette démarche qui est faite au niveau national. Donc on voit que l'État congolais assume sa position déjà. Et puis il y a également un processus, comme l'a dit le professeur, de documentation. Lorsque le FONAREV a été créé, on a trouvé le rapport mapping, mais le rapport mapping se limite en 2003. Or, de 2003 jusqu'à ce jour, il y a encore des crimes qui sont commis. Et quel a été le rôle du FONAREV? Il y a l'un de vos collègues qui a posé la question sur l'identification. Avant de mener l'identification, on a commencé d'abord par faire ce qu'on appelle la documentation des incidents. Et cette documentation des incidents permet justement d'établir les faits. Quels sont les faits qui ont conduit à ces massacres-là et quels sont les auteurs de ces massacres-là. Donc cette documentation, concrètement, c'est ce que nous sommes en train de faire et dans très peu de temps, nous allons également publier cela. Il y a également concrètement la création, on a parlé du comité scientifique, ce comité scientifique qui a été créé, donc ça conduit justement à mettre en place un mécanisme qui va devoir mener à cette reconnaissance concrètement. Il y a la table ronde. Cette table ronde qui conduit à ce que des intellectuels, des Congolais, on va dire, s'assoient autour d'une table pour discuter de cette question. Et il faut le dire, même entre nous, les Congolais, les visions sont assez parfois différentes, mais ça a permis aujourd'hui, au cours de cette table ronde, d'avoir une vision commune, un narratif commun, un argumentaire unique qui permettra justement d'aboutir à cette reconnaissance. Et puis, il y a un point très important, c'est les témoignages des victimes également. Aujourd'hui, la parole des victimes compte. La parole des victimes est importante. Mais revenons en arrière, 5 ans en arrière, est-ce que vous entendiez des victimes s'exprimer? Est-ce que cette question était autant vulgarisée qu'aujourd'hui?
C'était l'omerta généralisée et voulu même. Mais aujourd'hui, on voit que le chef de l'État peut parler aux victimes, le chef de l'État peut accorder la parole aux victimes et on peut mettre aujourd'hui des visages sur ce qu'on entend par victime en République démocratique du Congo. Donc voilà les avancées considérables, il y en a plusieurs, mais qu'on peut dire concrètement. Mais je crois qu'il n'y a pas meilleure réponse que celle-là, parce que nous étions, comme le DGA le dit, dans une forme d'omerta. Aujourd'hui, il y a une réponse institutionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu que ce soit des ONG internationales qui viennent par compassion pour dire, voilà, au Congo, il y a des victimes. Non. Il y a une réponse institutionnelle. Il y a, justement, pour mettre en machine toutes ces questions qui doivent aboutir à une reconnaissance internationale, il faut construire l'argumentaire. Mais bien avant d'ailleurs qu'on construise l'argumentaire, on a créé le FONAREF pour commencer à donner de l'espoir, à donner des réponses à des Congolais et des Congolaises qui sont victimes et sur un financement du Trésor public. C'est une avancée majeure et qui est concrète. Mais ici, lorsque le directeur général a rappelé qu'ils vont travailler à partir de 93, donc on va remonter 32 ans d'histoire. Ce n'est pas peu dans une société où parfois on n'a pas toujours la culture de la conservation. Lorsque nous vous parlons, lorsqu'un crime se commet, lorsque nous disons que nous documentons, il y a des gens qui semblent ne pas comprendre, mais si vous avez bien suivi l'argumentaire du DGA, il vous parle de la documentation. Nous étions en avril, je crois, 2023, à Goma, où on avait attaqué le camp des déplacés de Mugunga. Il y a eu 35 morts, mais on a retardé, je crois, de 2 jours l'enterrement parce qu'il fallait faire l'autopsie et il fallait des médecins légistes spécialisés parce que ces autopsies pourront nous permettre de soutenir notre argumentaire lorsqu'on va dire qu'il y a eu crime de guerre, qu'il y a eu crime contre l'humanité. Il ne suffit pas de les dire devant les juridictions, mais il faut être en mesure de les démontrer. Et on ne peut les démontrer qu'en ayant cette rigueur, et c'est cette rigueur qui guide le travail qui est fait par le FONAREF, et le colloque ou la table ronde a servi d'aller plus loin. Donc, en réunissant les experts de tous les niveaux, en sériant les secteurs qui sont plus à même de permettre une appropriation, et ce n'est qu'après qu'on sera en mesure de faire le combat au niveau international. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, mais pour nous, c'est un travail permanent pour nos morts, parce que nous avons pris le rendez-vous de ne jamais oublier, de ne pas oublier. Le 2 août de chaque année, c'est consacré dans la loi du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En fait, c'est cette date-là qui est dénommée Journée Génocoste. C'est pour commémorer toutes les victimes de différents massacres, qu'il s'agisse des massacres de crimes contre l'humanité, des massacres de crimes de guerre, des massacres de génocide. Toutes ces victimes, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours, sont commémorées à cette date-là. La date existe déjà. Alors, Monsieur Fiston, comment comptez-vous évaluer avant d'aller... alors, j'aimerais préciser que le génocide, c'est un concept purement national. On ne va pas faire un plaidoyer sur le plan international autour du concept génocide. Il faudra d'abord que cette appropriation soit effective sur le plan national, et puisque c'est un label, on pourra l'exporter. C'est la reconnaissance internationale, c'est la reconnaissance internationale du génocide. Et pour amorcer le processus de reconnaissance internationale du génocide, il faut commencer par construire un argumentaire. Et construire un argumentaire passe par rechercher, remonter tous les éléments, rassembler les preuves, les témoignages, tout ce qu'il faut pour finalement dire effectivement, en fonction de ces éléments, il existe un génocide. Nous construisons notre argumentaire et nous commençons notre plaidoyer sur le plan international. Voilà, donc il faut faire la part des choses entre génocide, qui est un concept de commémoration sur le plan national, et le génocide, qui est un crime international, pour lequel on va construire un plaidoyer pour la reconnaissance internationale. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'international sans avoir reconnu sur le plan national? Non, ça commence
D'abord sur le plan national. Mais sur le plan national, lorsqu'on dit génocide, on n'est pas dans les génocides. Lorsqu'on dit génocide, on est dans la commémoration des victimes. Les génocides, c'est un crime, c'est d'ailleurs le crime des crimes. Parce que lorsqu'on vise à éliminer tout un groupe, il n'y a pas pire de crime que ça. Voilà pourquoi il faut commencer par tous les axes en termes d'approche qui ont été prévus, qui ont été proposés par la table ronde, vont être actionnés et certainement vous serez tenu comme leader d'opinion. Vous êtes associé, il y a un axe pour vous, pour non seulement faciliter l'appropriation, mais également pousser la nécessité de la construction de ces plaidoyers pour la reconnaissance internationale. Alors, c'est bien que vous parlez d'appropriation, mais je pense que, professeur, il faudra penser, en tout cas pour les professionnels des médias, à leur donner de la documentation, en commençant par la loi qu'on a évoquée tout à l'heure de 2022, du 26 décembre 2022. Comme ça, on est sûr que les sujets du génocide congolais, les sujets de tous les crimes commis en RDC, c'est des sujets que nous tous nous maîtrisons, parce que nous, professionnels de médias, dans le cadre de l'axe qui est le nôtre, nous avons ces devoirs parce que nous sommes des vecteurs de transmission. Alors, monsieur le directeur général adjoint, il y avait des questions qui vous concernaient. Oui, il y avait une question, je pense que le professeur a apporté des réponses, des éléments de réponse de monsieur Fiston, je pense, sur jusqu'à quand avez-vous projeté pour que 50% des Congolais s'approprient le génocide. Je pense que l'appropriation collective du génocide, on ne peut pas, j'ai envie de vous dire, je ne pourrais pas mettre une date parce que lorsque l'on commémore des morts, il n'y a pas un moment où on se dit j'arrête de commémorer, j'arrête de penser aux personnes qui me sont chères. Nous sommes dans une nation, je le disais dès le départ, qui est toujours en conflit. Et même quand nous regardons ce qui s'est passé avec les Juifs, par exemple, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de commémorer. Jusqu'aujourd'hui, les enfants et des enfants des Juifs continuent de parler de la Shoah, de l'enseigner. Et c'est ça la démarche que nous devons mener pour que 50 ans après, que l'on parle, en tout cas, et cette fois-là, avec des arguments solides, cette fois-là, avec des récits clairs de ce qui s'est passé. Donc, ça serait assez audacieux pour nous de dire, bon, dans 2 ans, on va arrêter. Non, ça serait même contradictoire. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine que nous allons mener et que nous voulons également que d'autres après nous puissent également mener. Deuxième question, concernant les aspects financiers. Moi, je pense que j'inviterai M. Hamedi à la fin de notre année pour l'événement que nous allions organiser sur notre rapport financier. Nous le publions d'ailleurs, hein, il n'est pas caché. Et je préfère laisser cet aspect-là à ce moment-là où vous allez avoir une vision claire de tout ce que nous avons collecté et de tout ce que nous avons également dépensé. Et ça ne sera pas seulement pour répondre à vous aujourd'hui, mais ça sera également pour répondre, parce qu'il faut le dire, c'est de l'argent, public de l'État, donc j'ai un devoir de redevabilité déjà vis-à-vis de l'État, donc vis-à-vis des Congolais, ça sera pour répondre à tous les Congolais. Deuxième chose, et je pense que c'est la part la plus importante, c'est un devoir de redevabilité également auprès des victimes, parce qu'il s'agit de l'argent des victimes. Maintenant, la question qu'il faille peut-être se poser au-delà de l'aspect financier, quels sont les mécanismes que nous avons mis en place? Il y a un contrôle de gestion très rigoureux et il y a des rapports également d'audit qui permettent à ce que l'argent des victimes ne soit pas gaspillé ou dilapidé de manière assez fortuite. Donc voilà ce que je puis dire par rapport à cet aspect des choses. Merci. Préoccupation dans la Liboso, Borokabula nani à répondre Génocoste et Zanini. Fonarev et Zanini. Moussalani Libosalaka. Et puis, objectif d'Abino et Zalini. Différence entre génocide et génocide. Il y a l'État congolais, oyo bakela qui ponako identifier ba victime. Donc oye banani azali victime nani azwa ki pasi na makambo na ba conflit otoza nango. Deuxième volet nango ko aider bango bakende komona bazuzi, donc pona ko porter plainte ce qui na ko loba. Nasa lingala lokola yote ko limbisangai, et puis
ko réparer bon na éviter ko réparer na lingala to ko bongisa ye moko aloba ko réparer na lingala ezani ni donc ko bongisa c'est vrai que na lingala ko bongisa ezo sangana mingi na makambo ya ba objet mais c'est beaucoup plus que ça la réparation ko zongisa mutu na état na oyo azalaki avant que mabe ekomela ye donc voilà musala oyo bisoto salaka en bref. Voilà, Siava, professeur, à l'OBP Baramba table ronde, Bosolo Laginini, génocide, génocoste, ba concept wana koli bolango ndenge ni pona bao bazaro na biso na lingala. Bon, na habité sur génocide na lingala ozala nini, mais génocoste au moninde déjà utoloba, mboka na biso eza victime ya ba guerre na ba massacre depuis ba mbule belé. Et ba massacre wana ba guerre wana batu bakufaka batu bakufi pe mingi eza neti nde tolobaka na matanga soki mutu akufi tokendaka nini tokendaka matanga alors matanga eza pona ndeko ya kufaki mais matanga ya nation na bandeko nyonso bomi bango na guerre toza na mukolo moko tokanisaka bango mukolo wana eza le 2 août ya année nyonso mais mukolo wana nde topesi yango kombo génocoste eza kombo oyo tokaniselaka bandeko na biso nyonso oyo bakufi na guerre na bitumba oyo banguna bamemela biso na mboka yango wana nde génocoste mais sikoyo génocide eza pe kaka neti infraction na cadre ya bitumba wana ba oyo bazoya koboma bato omoni awa na kini soki obomi mutu moko baloba bomaki mutu bakobenga yango meurtre bakobenga yango assassinat bakobenga yango homicide involontaire bon ezaka ba français na éviter soki okoka o traduire yango mais soki sikoyo obomi bato ebele mais bato wana nyonso bazana eloko moko ezosangisa bango oyo eza commun neti bato ya ekolo moko voilà neti bato ya ekolo moko bokaneli boboma bango nyonso bosilisa bango acte wana yango nde babengi génocide. Et génocide wana eza grave, eza très grave, po eza normal te bino batu bo décider bo boma ekolo mobimba ya batu. Hein, balobi to boma ethnie oyo, to éliminer bango nyonso, yango wana nde babengi génocide. Alors, na table ronde esika to uti, constat eza que sur le plan national, moi indifférence ezalaka. Tant batu bazolela na Beni, tant batu bazolela na Goma, tant batu bazolela na Bukavu, awawa na boulevard Kimbuta batu bazobina Vimba. Na Lemba terminus batu bazobina, bazoromela, comme si voilà, toza ekolo moko. Tozo ekolo neti ndaku. Eza normal te batu babina na salon alors que na kati ya chambre na ba chambre ya ndaku ba chambre mususa ndaku bandeko ya famille bazo violer bango bandeko ya famille bazo boma bango bandeko ya famille bazo massacrer bango alors que ba mususu na salon bazo mela masanga bazo obina bazo beta bazo sala on dirait loko ezate. Alors table ronde de l'obité to sangana to réfléchir to sala ndenge nini pour que makambo nyonso ele kalamboka na biso et comme likambo ya batu nyonso. Donc, to réfléchir, to bimisi ba axe d'action. Oyo kosala que même ceux qui mutaza na Kinshasa, ba ebisie que na Rumangabo mututel ba viola qui est place azali à se sentir interpellé pour mutuana zande konae aza congolais. Voilà un peu ma kamto uti koloba na table ronde. Nakoba Kisaboé. Date il y a 2 août 1998. Yo ebi place banda 2 août, et vous rappelez Onin 2 août 98. Merci. Voilà. Mbokani Zarana Sima. Voilà. 2 août 1998, bisonyo stuto ebit. Là, papa Wendo Balabaka, ozangi mai solo, eza dato wana. O ba takara inga bakata mai na courant. Makambangwe bandakala. Siko l'air biso, tozo le ba génocosta bolandi ba invité tozana ba on balobi et bandaka d'ailleurs na société civile. Société civile na banaka makambwana ba célébration. Siko boni biso l'État
toza na ba compatriotes o bakufa par millions. Toko s'organiser te pona ko kanisa ka bango. Pona ko lobake o le kaka et les kalisu te ya liboso. Yami bale bitumbezo continuer. Ba Congolais bazo kufa. Ti lelo. Siko biso to sala nini ba bandeko ya ba oyo bakufa. Ba o baza ba victime ya banini. Biso l'État tout sala nini. Est-ce qu'il faut to kanga maboko? Yango président de la République a sala Fonaref. Alobi ba o ana nyonso. Baza ba survivant. O baza ba touché ba victime. Ya ba dongolomi so ba bomarabi so po na kitao toza nango. Toko sale la mwanda mwankito tozwaka. Donc na ba redevance minière tolobi. Tocha mosolo na Fonaref po na kusunga ba victime wana. Ko identifier bango. Ko pesa bango accès à la justice pe ko réparer. Ko réparer préjudice au coup fait la maman, au coup fait la papa. Et ça passe pour na kozongisa. Mais kasi pour na ko pesa espoir. Ota la lobby to kende liboso. To su ki wanate. Parce que bao yo bakufa na Congo batu baboma bango misusu bazali. Batu wana nyonso, il faut bazala juger. Yango, la justice est une composante essentielle. Mais pour na koma na niveau na ba justice, il faut to yebapé ko limbola nature ya ba crime o eko déterminer condamnation ba o baboma. Yango basala classification. Balobi génocide eza o dans o lobi bon, Jimmy Mukendina bato nyonso groupe na yo nazo boma bino. Po bino boza groupe tel. Génocide. Ba crime contre l'humanité zarmoni to saki briefing moko wana ministre ya santé topé ministre ya éducation ko attaquer ba école. Parce que guerre pèse à la convention que ça la guerre to attaquer école ou attaquer hôpital. Et ça ba crime contre l'humanité. Ba crime de guerre et ça omoni ba bomi ba casque bleu. Topé ba attaquer ba infrastructure à bon. Siko ba biloko wana nyonso, il faut zana mayele. Yango ba lobby comité scientifique bo sali table ronde botali bo lobby bon na point oyo il faut boyer na point il faut boyer siko na suka ba lobby appropriation et la kisi que congolais nyonso esika azali il faut comprendre génocoste et zanini na lingala na swahili na chiluba na balango nyonso biso tozana ngo congolais il faut comprendre yango wana ba lobby éducation donc na ba classe kelasi ya bana na ba université bino ba pandisango ba leader na ba secteur nyonso tolobi li solo ya génocoste li solo ba victime na biso fe kota na kati nde bongo batu nyonso ba royoka li solo allez l'air ba yoki li solo ba kopanza pe li solo biso nyonso to sali appropriation comme ça mukolo ya les 2 août année passée tozara na Kisangani congolais nyonso sika azali mukolo wana akovanda kokanisa ba congolais msusu bawa voilà. On va terminer, peut-être un dernier mot pour terminer, Monsieur le Directeur Général. Oui, je pense que c'était important de pouvoir échanger sur ces questions qui, je pense que sont des questions nationales, sont des questions stratégiques de l'État. Moi, le dernier mot, j'aimerais l'adresser à ceux que nous servons, c'est-à-dire à celles que nous servons, c'est-à-dire aux victimes, pour leur faire savoir qu'elles ne seront plus jamais seules et que nous allons continuer de nous battre pour que leur situation, en tout cas tout ce qu'elles sont en train de vivre ne se répète plus, qu'elles sachent qu'on ne les oublie pas et que nous allons également nous battre pour qu'elles commencent ce processus de guérison. Donc voilà ce que je puis dire. Voilà, professeur, pour terminer. Oui, merci. C'est juste une sensibilisation de tout Congolais ou de toute Congolaise à la cause des victimes, mais également à l'appropriation des génocostes. Comme on l'a dit, les génocostes nous permettent non seulement de briser les silences, mais également de remonter dans la surface l'histoire des massacres du Congo. Faisons en sorte que cette histoire ne soit pas jetée dans les oubliettes. Réécrivons notre histoire tous ensemble. Voilà, je veux lire un extrait de la communication du président de la République au dernier Conseil de ministres où il disait « Ces exactions, alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques, traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique et relèvent sans équivoque de crimes contre l'humanité dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur leur plan international. » Je crois que nous allons terminer par là. Aujourd'hui, c'était la première d'une série.
parce que nous parlons d'appropriation, et donc il y avait le briefing, mais il y a d'autres cadres de communication qui pourront être développés avec vos médias respectifs. D'avance, nous, dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, nous allons nous mettre à disposition du FONAREF pour que nous puissions réfléchir sur une stratégie de communication qui permettra d'assurer une réelle appropriation, évidemment qui va commencer par la connaissance de la loi et par tous les mécanismes qui permettront d'être informés d'abord sur les victimes, comment on les traite, les processus qui les accompagnent. Ensuite, pour les victimes qui sont pour le moment sur les territoires qui sont sous occupation provisoire de l'ennemi, mais que par la suite, établir de preuves pour la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo. C'est donc une démarche nationale et une démarche qui requiert l'implication de tous et spécifiquement des professionnels de médias. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Masolo ya mboka.